Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent sur les différentes plateformes. Voilà, alors une matinée dans un entretien assez animé avec monsieur Antoine Vissetogbe du parti GSR. Il a été question de revenir un peu sur tout le processus électoral. L'invité de Xavier Noumoua est donc revenir sur différents pans de l'actualité politique. Agapit Napoléon Bafouékan, il a quand même fait un sévère réquisitoire ce matin. Enfin, pour qu'il ne fasse pas contre vous un sévère réquisitoire, je rappelle qu'il s'appelle Antoine Vissetogbe Guédou. Guédou. Si vous oubliez le... D'accord, mes excuses, c'est Guédou. Parce qu'il ne laisse rien passer. Il laisse d'autant plus rien passer que parfois il prend ses opinions comme la loi de la République du Bénin, comme la Constitution. Il est revenu par exemple sur cette question donc de parrainage. Il a oublié que lorsqu'ils ont créé le Front pour la restauration de la démocratie, oui, qu'ils avaient fait le réquisitoire même contre le parrainage et qu'ils avaient dit qu'ils n'en avaient pas besoin. Comme il a oublié que les démocrates avaient dit qu'ils n'en avaient pas besoin et que lorsque les démocrates désignent leur candidat, ils avaient dit qu'ils allaient déposer leur candidature sans parrainage. Parce qu'ils samaient qu'on n'allait pas leur donner. Pour que le peuple puisse être leur témoin que le parrainage est une invention. Au même moment, Rick Yamadougou négociait à coup d'argent le parrainage depuis Lomé. Et donc, voilà une incohérence dont il n'a pas fait cas, par exemple. Il a peut-être oublié, bon, l'amnésie est rapide, mais bon, ça, je pourrais... Non, il a rappelé beaucoup de choses, il a pas oublié. Bon, en fait, vous savez, le problème du Bénin, c'est qu'il est amnésique de l'intellectuel. Il choisit son amnésie. En réalité, c'est là le drame. C'est pour ça que les médias, je le dis toujours, les gens comme nous, ceux qui sont les historiens de demain, doivent rappeler régulièrement, c'est l'exercice que nous faisons, et c'est ça, on doit rappeler, on doit graver progression dans le marbre, certaines opinions, certains propos, pour que demain, hein, on ne préteste faute d'ignorance, qu'on dit, ah, moi je n'ai pas dit ça, oui, tel n'a pas dit non, on ne prétendra pas ça, on va sortir de quelques images et sons. Donc, M. Guédou, hein, sur la question de parrainage est passé à côté. C'est leur rhétorique anticonstitutionnelle, anti-loi, qui a conduit à ce que nous avons fait. Ils disent que l'opposition voulait aller tester en 2011. C'est faux. Quand ils ont créé leur système, leur truc de front de la démocratie, là, c'était un langage totalement ordurier, c'était un langage d'anarchie. C'était tout sauf républicain. Mais c'est eux qui sont dans leur front, ils savent la démarche qu'ils mettent. Mais la République elle est une. Et la Constitution de 1992 et 90 n'autorise pas. C'est une violation flagrante. Hein, c'est des positions frontales contre la Constitution. En quoi? Parce que le parrainage a été régulièrement voté dans la loi, dans le code, dans la loi électorale, dans la Constitution rénovée, comme dans la loi électorale, par le législateur, et ce n'est pas à eux de choisir quel type de législateur. Justement, je voulais vous dire, vous savez tout ce qu'ils reprochent à cette législation. Ce n'est pas des individus de reprocher quoi que ce soit à des institutions. Ils ont quand même le droit d'opiner. Absolument, mais pas le droit de se substituer, pas le droit au peuple. Ils peuvent opiner, mais ils ne sont pas le peuple. Désolé, l'article 2, 3, 4 de la Constitution, vous verrez qui est le peuple. Et qu'aucune partie, vous allez être le plus intelligent du monde. Vous avez beau venir de la maman la meilleure maman possible, vous ne pouvez pas vous substituer au peuple, parce que le peuple exerce sa souveraineté lors des référendums et lors des élections. Donc, lorsqu'il exerce lors des élections, il transfère cette souveraineté à des membres élus. Et en 2019, le peuple a transféré sa souveraineté à la 8e législature de l'Assemblée nationale, qui a posé des actes qui vont rester comme des actes d'État et être exécutés comme ça se fait. Donc, ce monsieur Guédou, je pense qu'il avait intérêt plutôt à internaliser les erreurs du front de la démocratie là, hein, qui a volé un éclat. Vous l'avez senti faire des reproches à leur stratégie? Qui a volé un éclat rapidement, parce que justement c'était fondé sur rien. Le front est où aujourd'hui? Ça n'avait pas d'avenir, nous l'avions dit à l'époque, mais bon. Donc voilà un peu un cas. Après, il revient sur les configurations, mais là également, il n'a pas compris. Donc, alors on va lui faire un peu de la pédagogie. Là, on dit que l'Assemblée nationale est dirigée par un président assisté d'un bureau. Oui. Voilà. Donc, l'article 1, c'est clair. Et l'article 1 a dit, en dehors du président, les deux vice-présidents, les questeurs et les secrétaires parlementaires sont élus
en tenant compte le plus possible de la configuration. Oui, en tant que fait. Alors donc, lui, il a oublié que c'est en dehors du président. Et donc, la mise en place des commissions se fait de la même manière parce qu'il n'y a pas une disposition particulière qui a statué là-dessus. Et donc, il s'inspire des dispositions de l'article 15. Oui. Et la décision de la Cour constitutionnelle, je pense la décision 09-02, qui a parlé de la configuration politique en 2009, est revenue sur ça en 2011, en 2010 d'abord, et en 2009 d'abord, et rappelé en 2011. D'accord? En 2009, c'est par rapport à la déviation dans à mon avis, à la haute cour de justice. Vous voyez, à la haute cour de justice, où il était question donc, de cette configuration. Parce que la majorité s'est taillée la configuration totalement tout, et la Cour a rappelé une ancienne décision et a reprécisé, je pense, non, c'est en 2009 justement que la Cour a opéré un revirement. Avant, ce n'était pas, c'était, si je ne me trompe pas, c'était que la Cour avait dit que les dispositions de l'article 9 de l'article 15 du règlement intérieur n'obligeaient pas, que c'était des dispositions autant que faire se peut, et que ce n'était pas une obligation, mais c'était une nécessité, mais c'était une possibilité. Hein, si je me trompe. Donc, mais en 2009, la Cour est revenue et a clarifié le principe de la proportionnalité et a dit que si le principe c'est la loi de la majorité, c'est qu'on doit aussi préserver le droit de la minorité. Et donc, a estimé que l'article 15 devrait être élargi à la proportionnalité majorité-minorité, donc proportionnalité, la notion de proportionnalité. Alors, en 2011, la Cour est revenue sur la même chose et l'a confirmé. Et la Cour n'a pas fait autre chose en 2023. La Cour n'a fait que rappeler le principe et l'a rappelé, l'a peut-être reprécisé. Donc, il faut dire à M. Guédou qu'il va peut-être qu'il aille relire cette décision. Non, mais il n'en voulait pas. La présidence du bureau de l'Assemblée nationale, il dit ce qui est valable pour peut-être N doit être valable pour N+1. Pourquoi reprendre dans les commissions de l'Assemblée nationale? C'est ça son interrogation. C'est le bureau qu'on reprend et non le président. C'est le bureau qu'on reprend et non le président. C'est-à-dire que les présidents des commissions sont... C'est une élection au hasard. On présume que la loi de la majorité s'impose là. Mais à partir du moment où la loi de la majorité est imposée là, les forces politiques présentes dans chaque commission doivent veiller à ce que, pour les autres postes, que le principe de la proportionnalité puisse prévaloir. Donc, inutile de dire on reprend. Mais la Cour est plus loin cette année. Et c'est peut-être là qu'il aurait dû aller, mais bon, en fait, il n'y est pas allé. Alors, donc, il aurait dû aller, parce que cette fois-ci, la Cour a exclu déjà toute revendication liée à la non seulement à la présidence, ça c'était clair, mais la Cour allait plus loin à la vice-présidence déjà. Et même avoir des prétentions sur un certain nombre de postes de rapporteurs. En clair, lorsqu'on n'a pas de proportionnalité, tout le monde connaît le français quand même. Oui. Et en mathématiques, évidemment. Et en mathématiques, on sait comment dégager une proportionnalité. Justement, parlant de mathématiques, qui a une science. La Cour de 2009 est allée. C'est pour ça que je le renvoie vers les décisions antérieures. Et il comprendra donc le principe de la proportionnalité. Et en comprenant le principe de la proportionnalité, il se rendra compte que les démocrates ne devront avoir que, au mieux, deuxième rapporteur dans la commission, au pire, secrétaire. C'est-à-dire que quand l'UP, qui a 53 députés, a droit à 2 postes, et le BR et les démocrates un poste. Or, le BR a plus de voix que de l'UP. Non, mais le BR a 28, en matière de nombre de députés, les démocrates également ont 28. Il s'est interrogé également sur ça. C'est de la ségrégation simplement de ce que la majorité a fait ou bien de la gourmandise dans ce qu'ils ont dans la distribution. Non. En cas d'égalité, on regarde les voix quand même. En termes de voix, les suffrages... Non, voix, c'est des chiffres déjà au niveau de la... Nous, on voit les têtes, monsieur Agapine Tapelon Bafoy, on voit les têtes. Je crois que vous n'êtes pas la Constitution, vous n'êtes pas la loi. Vous êtes des individus. Et donc, vous devez... Lorsque on est en proportionnalité, lorsque le principe d'égalité stricte en matière de siège à l'Assemblée, on ne peut pas ne pas regarder le pourcentage le taux qui est revenu des élections. Le député est l'élu de la nation. Vous voyez, donc, en la matière, ils sont 28 au BR
féerique aux démocrates, c'est vrai. Oui. Mais ils se partagent 1-1. Donc du coup, quand tu prends une session à Sagbo, session, ça revient même. Donc on te donne le secrétaire parlementaire, on te donne le deuxième rapporteur, je ne vois pas où est le problème. Donc on est toujours dans le même principe. En la matière, la proportionnalité va conduire les démocrates à avoir soit deuxième rapporteur, soit secrétaire parlementaire. Secrétaire, mais pas vice-président. Ça là, c'est exclu. La Cour l'a fait pour qu'on n'en parle plus. Mais même si la Cour ne le faisait pas, le principe même de la proportionnalité ne les y amenait pas. C'était la négociation qui aurait pu. Mais les démocrates ne savent pas négocier. Est-ce que vous pensez que la majorité allait démordre? Il faut d'abord le faire. Ils ne vont pas le faire devant micros et caméras. Les procès d'intention, moi je ne les fais pas. Je ne spécule pas moi. Moi j'analyse. Ils auraient dû. Ils auraient pu. Ils auraient pu aller voir les gens. Vous savez, de mémoire d'homme, Mouchela Fobadamassi. Non, paix à son âme. Mais c'était un monsieur. Mouchela Fobadamassi. C'était des parlementaires de première heure, ça. De renouveau démocratique. Les débats sont poignants. Mais lorsqu'il pose, vous allez le voir courir. Il était du PRD. C'était le vice-président du PRD. Et je dis encore paix à son âme, une fois de plus, parce que ce monsieur nous a montré ce qu'on appelle la négociation parlementaire. Vous allez en tant que jeune journaliste parlementaire, c'était sidérant quand même de voir que ce monsieur, il y a quelques minutes, attaquait la ARB, avait un discours poignant contre la ARB et Mme Viala Soglo, et qu'à la pause, va aller embrasser maman pour dire à maman chérie, que vraiment, que nous attendons les concessions là. Donc, et vous allez voir, il détend l'atmosphère. On a besoin un peu de cela. Je pense que nos nouveaux parlementaires ils sont allés à grands propos. J'espère qu'ils ont eu l'occasion peut-être de revisiter certaines anciennes. Il faut qu'ils retrouvent les anciennes, les annales, les archives. Il faut qu'ils regardent quelques images. J'espère qu'il y en a quand même là-bas pour voir un peu ce que furent les mandatures précédentes. On vous dira autant haute mœurs. Oui, mais vous voyez, personne ne veut réinventer. On ne réinvente jamais la roue. La roue n'est pas réinventée. On a déjà tout eu, on a déjà tout vu, on a déjà tout vécu. Il faut retourner juste pour voir, en ces circonstances-là, que faisaient les autres. Je ne demande pas qu'on repique la même chose. Mais au moins, qu'on s'inspire du passé. Moi, les démocrates se comportent comme s'ils sont la première opposition dans notre Parlement. Mais ils sont totalement... Ils sont la première opposition sous Patrice Talon. Mais non, sous Patrice Talon, il y a l'opposition qui a bloqué la revue de la Constitution. Il y a en 2017 et qui est parti en 2019. C'est le même. Oui, voilà, c'est le même. C'est le même qui a voté la réforme du système partisan en 2018. C'est le même qui a voté la réforme du code électoral en 2018 et qui se sont refusés à l'application en laissant la situation pourrir et en voulant que la gadoue s'installe. En réalité, c'est une opposition d'opportunistes. C'est une opposition qui ne sait pas que la vie parlementaire, c'est une autre vie, c'est une vie de négociation. Ils ont passé tout leur temps à bloquer, et ils pensent qu'ils vont continuer. Non, mais ils vont se heurter. Là, maintenant, ils ont perdu totalement au niveau des commissions. Parce que là, je ne sais pas s'ils ont gagné, mais ils ont perdu. Ils n'auront pas plus. Ils auront la reprise des élections, c'est déjà une victoire. Ils auront secrétaire parlementaire. S'ils sont chanceux, ils auront un ou deux postes de deuxième rapporteur, pas plus. Pas plus. Et ça, je ne sais pas si c'est gagné. Mais bon, ça, c'est le problème. Ensuite, il faut qu'ils sachent que c'est à eux de se battre. Ils parlent de... Quand ils sont allés aux élections, ils ont dit qu'ils vont changer le vécu de la population. C'est nos députés. Moi, j'attends que les mauvaises lois qu'ils mettent sur la table... Ils ont commencé... Non, les premières actions qu'ils devraient faire, lorsqu'ils ont déclaré leur groupe parlementaire, ils disent, nous allons introduire la première proposition de loi sur telle chose, pour corriger telle dérive de l'ancienne mandature. Non, c'est l'argent. Ils ont encore du temps. C'est l'argent qui les a intéressés. C'est d'aller fouiller dans la 8e législature qui ne les concernait pas. Ouais, donc. Agapit Napoléon, mais ce sont des députés, vous n'allez pas. Vous ne pouvez pas venir dans une maison. Vous êtes l'enfant et vous demandez à votre papa que vous voulez savoir comment il vous a conçu. J'aurais le mérite de poser la question. Mauvaise question. C'est pas grave, mais je la pose quand même, parce que c'est mon droit. Non, comment vous a conçu ne vous concerne pas. Comment l'autre est votre maman et lui est votre papa ne vous concerne pas. Bon, cette transposition ne reflète pas réellement ce qui se... C'est une indécence. Parce que ça ne vous concerne C'est de la curiosité. Non, dans ce contexte précis-là. C'est une mauvaise curiosité. Et les mauvaises curiosités conduisent à de mauvaises expériences. Il faut... Vous êtes d'une législature, la loi prévue. Comment ça fonctionne?
les statuts débat du 12 février. C'est une continuité, l'État. Non. C'est l'argent du contribuable béninois, capitaine La loi prévoit comment les caisses de l'État, que les fonds de l'État sont contrôlés. Et ils ne sont pas contrôlés des fonds de l'État. C'est un député, il vote la loi et contrôle l'action du gouvernement. Ici, justement, l'acte du gouvernement, d'accord, mais ils appartiennent à une législation. Non, oui, mais la 9e et non la 8e. Donc, ils devraient promouvoir les lois. Juste ça, un mois, une semaine, on attend toujours leur première action. Depuis là, ils se servent eux-mêmes. Ils ne nous servent pas, nous, le peuple dont ils ont parlé, qu'ils vont défendre. Ils se servent, ils se lamentent, ils jérémiadent, ils attendent, ils vont plaider à la cour. Ils attendent qu'on leur donne des strapontins par-ci, par-là. Mais s'ils ne s'assurent pas d'avoir des bonnes positions dans les commissions, pensez-vous que les débats seront intéressants, surtout que les débats se font dans les commissions? Ils sont minoritaires. Point. C'est pas la fin du monde non plus, ils agissent. Ils prennent ce qu'on leur donne. On ne partage jamais nulle part à la minorité, à la majorité. C'est pas un gâteau qu'on partage. Quand tu es on dit chez nous que tu te réveilles, tu as parlé subitement et dit qu'on va faire ça moitié-moitié. Tu connais l'origine, tu es minoritaire. Tu es 1 sur 4. Donc il y a 3 qui te dépassent. Donc quand toi tu es 1, ils sont 3. Comment tu veux négocier les choses de cette manière et tu bombes les torses? La démocratie, c'est d'abord la loi de la majorité. L'affaire de minorité, là, c'est de la tricherie. C'est-à-dire qu'on a introduit ça pour embrouiller le jeu. Un peu comme on voit un peu maintenant les gens, ils légitiment la rue face au suffrage. C'est de l'anarchie. C'est comme moi j'ai vu en France cette semaine, c'est de l'anarchie. C'est du désordre. Où des individus dégénérés prennent les places publiques d'assaut, brûlent. Et on dit, réagit violemment parfois pour mettre de l'ordre, parce que les édifices ont été chèrement, au nom, c'est les contribuables qui l'ont fait. Et s'il y a quelques individus dégénérés, au nom de quelques libertés, on doit intervenir pour stopper. Et moi, je pense que cette puissance qui nous appelle la démocratie, aujourd'hui, ils expérimentent l'anarchie et doivent comprendre que cette démocratie qu'ils avaient montée, il y a des décennies ou des centaines, ils doivent maintenant les réajuster parce que aujourd'hui, l'évolution fait que les gens ne contrôlent plus rien et ils vont de manière parfois incontrôlée, comme s'ils ne se maîtrisent même plus, comme s'ils ne fonctionnent qu'à l'instinct. On ne peut pas laisser des individus dégénérés aller de cette manière. Et là, vous parlez de la situation en France par rapport à la réforme. Je fais la digression oui. sur ça. Évacuons là justement Agapit Napoléon Macron. Mais s'il n'avait pas réagi, vous pensez que le gouvernement allait bouger concrètement sur cette réforme-là? Est-ce qu'il faut casser des édifices? J'en sais rien. Je ne sais pas si c'est... Le gouvernement a bougé. C'est en cours là. Je ne sais pas si ça va... La loi est votée, vous dites que... On peut toujours revenir là-dessus. Non, c'est voté, comment voter? C'est voté par passage par force. Par force. Combien de fois? La force. Au moins 10e fois, si je dois compter, ou 11e fois, je ne sais plus trop combien de fois. Mais c'est prévu par la Constitution. Faut-il en abuser? Est-ce que la Constitution a dit le nombre de fois qu'on doit l'utiliser? Oui. Il y a un nombre de fois que vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est prévu. Le président Macron ne l'a utilisé qu'une seule fois depuis qu'il est revenu au pouvoir. Donc, on est encore dans les proportions, dans les normes. Donc, du coup, les réactions, quand on dit qu'on n'est plus dans la démocratie, ça montre que, vous voyez, ce système que nous avons copié là, est un mauvais système. Où les types sont dans la dénégation permanente de l'existant. C'est-à-dire qu'on prévoit, mais lorsqu'on exécute, on dit, ah non, on n'est plus dans la démocratie. Mais c'est quoi la démocratie? C'est l'instinct de l'autre, ou c'est son rêve à lui, ou c'est ses pulsions, ou impulsions, ou son tempérament. La démocratie, c'est quoi? C'est l'équilibre. Si moi je dois la caricaturer, je dirais que c'est l'équilibre. C'est-à-dire chacun fait ce qu'il... L'autre est élu, et vous, quelques individus, vous prenez la rue, on dit, bon voilà, il faut équilibrer. Non, pas systématiquement. Mais c'est exactement ça. Des comme ça, c'est pas forcément la chose. Non, c'est de la tricherie. Vous savez, en mathématiques, on ne triche pas. Hein? Là, dans les sciences exactes, on ne triche pas. Et la démocratie tend à être science exacte lorsque on dit que c'est la majorité qui a gagné. Le gars, il vient avec un projet de société. Vous allez aux élections, ou projet de société contre projet de société. Il gagne. Il gagne même une voix de plus, il gagne. Les gens vont même maintenant pas dire que non, il n'a même pas gagné, que c'est au second tour. Mais le second tour est prévu. Mais il y a des pays qui ont des élections à un tour. Oui. Aux États-Unis, il n'y a pas de second tour. Donc c'est un tour. Ça se joue maintenant après avec les grands électeurs. Vous gagnez. Mais vous l'avez présenté un projet de société. Quelque chose comment vous avez gagné, vous exécutez votre projet de société. Et c'est ce que les gens font. Mais le gars, il sort sa projet de société, on dit la rue. La rue, c'est combien? Lorsque 100 000 personnes prennent dans ce contrôle, maintenant, c'est foutu.
On va dire, partager même 100 000 personnes dans les grandes villes du Bénin, on va dire que le peuple béninois est contre. Mais 100 000 personnes contre des millions qui ont voté pour, on va dire le peuple béninois est contre. Et la main est devenue contre le peuple. Alors, qui est le peuple? Le peuple, ce n'est pas les badauds qui prennent la rue, Tasso. C'est des voyous, c'est des délinquants. Ceux qui prennent la rue, Tasso, ce n'est pas le peuple. C'est des voyous, c'est des badauds, c'est des délinquants. Ceux qui marchent de manière ordonnée sont des citoyens. Ceux qui prennent les rues d'assaut et cassent, c'est des badauds. Qui brûlent, c'est des délinquants. Et ça, il faut... Alors, quand je suis vraiment ahuri de voir certaines... Les cas s'interviennent quand il y a la réaction. Je pense qu'ils doivent... Bon, c'est pas forcément l'apologie de la violence, mais vous savez, le déclic est très vite fait à Agapit Napoléon Bafoué. Où est la norme? Il doit y avoir une norme. Il doit y avoir une norme. Vous pensez que vous pouvez gifler dans un match de football et vous la sortir? Mais c'est ça le problème. Vous voyez, l'ordre existe ailleurs. Sans armes. Dans le football international. Dans le sport international. Pourquoi on ne copie pas les mêmes modèles? La Fédération internationale de football, l'association, qui n'est même pas une institution démocratique, en impose à nos États. Et on les met en respect. C'est un jeu. On va transposer un jeu dans la réalité. Voilà une association internationale qui n'est même pas démocratique, qui en impose à nos États. Et on ne peut pas s'inspirer de leur modèle. On doit pouvoir. C'est quel jeu où on doit brûler les choses au nom de quoi? De quelle liberté? La liberté de l'un s'arrête là quand commence à dire. Ça veut dire quoi? Vous devez comprendre que les édifices appartiennent au peuple. Et lorsque vous les touchez, vous touchez à l'essence de l'État. Vous n'êtes plus le peuple. Vous êtes un individu quelconque qu'on doit vous traiter comme tel. Vous avez vu la police française intervenue, les canons en haut, tout ça là. Si c'était ici, on va dire que c'est contre la démocratie. Quelle est la majorité donc de Emmanuel Macron? Une majorité relative. Relative, oui. Ils gouvernent. Si c'était ici, on va dire que c'est contre la démocratie, que c'est antidémocratique. Et bon, et eux-mêmes, la France, là, vous avez vu, le Drian s'est transporté à un moment donné en donneur de leçons. Bon, heureusement, comme moi je vous l'ai dit, j'ai aimé Tshisekedi l'a ramené rapidement devant Macron. Et donc ça me fait plaisir parce qu'au moins, pendant tout ce temps qu'il blackboulait notre pays, en 2019, ce qui s'est passé au Pandjari, tout ça là, c'est comme s'il était l'autre colonial qui a pris d'assaut. Bref, tout ça au moins c'est passé pour le moment. On a peut-être en France aujourd'hui un président lucide, moderne, jeune, qui sait où il va. Et moi, je salue les réformes d'Emmanuel Macron. Et je pense que... Celle sur la retraite aussi, je salue sur tous les plans les réformes et la posture d'Emmanuel Macron, qui ne se laisse pas guider par la rue, mais qui est droit dans ses bottes. Un peu comme Patrick Talon. C'est à la limite qui ne sont pas de personnalités qui, en la matière, font dans... On l'œil, enfin, voit loin, même si comme un court. C'est ça le principe. Voir loin et commander court. Alors donc, voilà un peu ce que ça doit être. Que ce soit au Bénin, que ce soit en France, on ne peut pas permettre à des voyous et des délinquants de casser les édifices au nom de quelques libertés de démocratie. Ceux qui défendent ça sont des anarchistes. Et entre l'anarchie et peut-être ce qu'ils appellent la dictature, un peuple sérieux doit savoir choisir. Ils ne défendent pas la violence. Entre l'anarchie et la dictature, un peuple sérieux doit savoir choisir la dictature. Parce que l'anarchie conduit à la loi du talion. L'anarchie conduit au désordre. L'anarchie conduit à ce que vous êtes en insécurité. L'anarchie fait en sorte que vous ne pouvez même pas quitter votre maison et être sûr de venir. Parce qu'un individu à qui vous faisait des avances depuis dans le quartier, et vous, en tant que femme digne, vous tenez, peut vous gifler et rien ne se passera. Au nom de quoi personne ne va agir. Si on rentre dans l'anarchie, il n'y a plus de l'État. Il n'y a plus l'État. Il n'y a que le désordre. Et donc, vous et moi, gageons, travaillons ce qui n'est pas un état d'anarchie, parce que c'est l'absence de l'autorité de l'État, l'absence de régulation de l'État, l'absence de la sécurité et l'absence de tout. C'est ça que vous voulez? Pas évident. Je ne pense pas que Mélenchon veut ça. Même pas Vigé tombé Antoine Guédou. Je ne pense pas que c'est ce qu'il veut, lui. Et donc, oui, la démocratie, ce n'est pas l'écrasement des gens par les autres. Au moins, vous y revenez. Non, si vous ne l'avez pas sorti là, j'allais vous ramener là-dessus. Non, ce n'est pas l'écrasement. Mais en rapport de force politique, chacun doit rester à sa place. Il faut savoir négocier. En matière de rapport, c'est vous qui allez négocier. Quand on est en position de faiblesse, on va aller négocier. Ce n'est pas celui qui est en position de force qui vient vers vous, nécessairement. Les gens de la majorité n'ont pas attendu une négociation pour donner la deuxième vice-présidence. Ils auraient pu leur donner... la première. Pourquoi pas? Comme ils auraient pu leur donner la deuxième secrétariat parlementaire. Le tout dernier pouce. Ils ne l'ont pas fait. Alors, donc, deuxième vice-président, ce n'est pas rien.
Mais ils lui ont donné quand même. Troisième, ça veut dire qu'il a la troisième personnalité de l'Assemblée nationale. Sur 7. Alors, ils n'ont pas attendu une pression. Ouais, eux, démocrates, quand la Cour constitutionnelle leur a donné raison contre le directeur général des impôts, oui. En allant au-delà de ce que vous a demandé, comme l'a dit. Comme l'a dit, oui. Ils ont applaudi. Ils n'ont pas réagi. Ils ont applaudi. Ils ont dit que cette cour était plus lucide que celle de Djogbe. Ils ont dit ça. Mais la même cour, ils ont dit non, la cour devrait opposer à la Sénat, hein, comme Guédou même s'est fourvoyé. Comment la cour va demander à la Sénat de donner les documents aux autres? Sur quelle base ils ont choisi la cour s'ils n'avaient pas les documents? Parce que la Sénat ne leur a pas donné. Sur quelle base alors? Donc c'est sur les bases fallacieuses, ils n'avaient pas les données en main. S'ils avaient les données, ils n'avaient pas besoin de la cour pour avoir de la Sénat pour avoir les données. Sur quelle base ils ont choisi la cour? Ils n'avaient pas les données. Alors donc c'est des saisies fantaisistes. Hein? Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'on s'amuse avec des choses plus sérieuses. Les gens doivent se prendre au sérieux. Et puis bon, pour tout dire, ces gens dont vous parlez, ces députés démocrates, ils ont déjà fait pouvoir avec Yahi. Et puis Moudete a déjà fait opposition contre Yahi. Et alors? Non, c'est qu'on les a déjà vus tous à l'œuvre. Ils n'ont pas porteur de pratiques particulièrement vertueuses, hein, ici ou là. Ils n'avaient pas vu Patrice Talon à l'œuvre, c'est maintenant ils voient Patrice Talon à l'œuvre. Oui, mais on les a vus eux à l'œuvre. Oui. Et ils passent pas particulièrement pour des porteurs de vertu. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils sont vertueux? C'était pas ça la question. Ils n'ont pas dit qu'ils sont vertueux. Ils attendent des prébendes, ils courent après, ils donnent des leçons. Bon, enfin. La législature n'a fait que commencer. J'espère qu'ils sauront tirer le champ de ces premiers moments et avancer convenablement. Il leur faut deux choses. Oui, lesquelles? Il faut qu'ils apprennent à négocier. Il faut maintenant qu'ils aillent très vite aux propositions de loi. Il faudrait aussi que leur vis-à-vis soit un peu plus flexible. Non. L'Assemblée nationale, c'est pas l'agora. C'est pas le bavardage intellectuel. C'est un lieu hautement politique. Si vous n'êtes pas en mesure de négocier, n'y allez pas. Hein? Nul n'entre ici s'il n'est politicien. C'est ce qu'on doit mettre au fronton de l'Assemblée nationale. Ici, on politise. Ici, on fait la haute politique. Presque comme une académie. Ici, voilà. Parce que ici passe la vision de celui qui est au pouvoir. Ici, on défend de ça. Dans toute haute démocratie, c'est ça. Il vient là. On le contraint à changer quand on est en majorité contre lui. Ou on l'applaudit en améliorant peut-être son texte quand on est en majorité avec lui. C'est ça là. Et on écrase ceux qui sont en minorité. On s'en fout de la matière. On s'en fout. Vous n'allez pas dire ça. Demandez, allez au Congrès américain et voyez si les gens passent le temps à s'occuper de ci ou de ça. Ils s'en foutent. Ils ont un autre système. Non, on a copié. Nos systèmes se déroulent, nous, au palais. Avec notre contexte, bien évidemment. Nos systèmes, nous, c'est au palais royal. Allez au palais royal d'Abomey, allez au palais royal de Porte-Nouveau, allez au palais royal de Niki, allez au palais royal de Parakou. Vous allez voir comment notre système se déroulait. Donc, nous avons copié leur système. Et donc, on regarde comment leur système fonctionne. Nos systèmes, quand le roi parle, il n'y a pas. On n'est plus à l'époque des royautés. Très bien. Donc, on est à l'époque de copier les autres. Donc, allons voir comment les autres font pour chez eux. C'est là le problème, en fait. On n'est pas obligé de copier-coller. Mais on n'en fait que ça, en réalité. Alors, donc, lorsque vous avez copié-collé, ne soyez pas surpris que les choses vous dépassent. On devrait même intégrer, par exemple, les pratiques des cours royales parfois. Là-bas, par là. C'est où vous avez trouvé ça dans nos lois. Ça aurait dû. Bon, l'Assemblée devait prendre cette configuration. Non, pas l'Assemblée. Mais je pense que la Cour constitutionnelle, par exemple, aurait pu. Le volet gestion de la régulation institutionnelle aurait peut-être pu. Aurait pu. Bon, alors, c'était les pères de la Constitution. D'ailleurs, je fais même une digression par ailleurs. On a vu cette semaine la Cour constitutionnelle honorer deux de ses anciens présidents. Pas que, depuis la première mandature. Oui, ils avaient commencé. Mais moi, c'est un peu deux problèmes. Bon, d'abord, je salue
la clairvoyance de Robert Dosso par rapport au professeur Olo qui reste encore figé, comme si on était encore dans l'amphi. J'aimais bien le professeur Olo et ses cours dans l'amphi, mais franchement, il n'arrive pas, il faut qu'il s'en sorte, parce que quand il parle à la Cour constitutionnelle, il ne parle pas à ses étudiants, il parle à une institution, par ailleurs. Oui. Donc ça, c'est la première chose. Robert Dosso, oui, d'accord, il est revenu un peu sur certaines situations, mais attendez. Quand on prend chacun de ces cours-là, Robert Dosso, les options fondamentales de la conférence nationale. Moi, je cherche encore les papiers, je n'en trouve pas. Et qu'on cherche ensemble. Et comme il est mon aîné, un homme que j'ai admiré pendant tout ce temps-là, bon, je souhaiterais bien qu'il me trouve les brouillons des options fondamentales. Non. Et pourtant, sa cour l'a sorti. D'autant plus que sa cour nous a conduit à se passer des secrétaires parlementaires quand ils ne sont pas là pour que l'Assemblée délibère. De même pour que sa cour a imposé la LEPI, alors que la LEPI n'existait pas pour qu'on ait les élections. Je vais en venir au fait que ils ont fait le couvent, ils connaissent dans quelles conditions chaque cour prend sa décision. Aucune cour n'a à en dire à l'autre, parce qu'en réalité, ils ont fait que faire des revirements. La Cour constitutionnelle du Bénin est l'une des cours les plus prolifiques en revirement. C'est-à-dire que en interprétation large. Donc du coup, c'est pas la science. La meilleure cour. C'est le droit, justement. Le droit public, parfois, est une science. Elle n'est peut-être pas très exacte. Oui, mais ça beaucoup plus, voilà, oui, beaucoup plus large. Mais lorsqu'une cour a pris une direction, si on veut, la loi n'a pas taillé dans du manque que vous devez rester dans sa direction. Il y a l'interprétation stricte, il y a l'interprétation large. Alors, lors que eux qui ont écrit la Constitution de 90 viennent chacun pour venir défendre sa baraque, pour paraphraser le président Soglo, quand il nous parle, il dit, bon, M. Magapi, c'est que vous devez défendre votre baraque. Donc, oui. Donc, comme ils sont là pour chacun pour défendre sa baraque, il doit savoir que les autres ne sont pas tenus de les suivre. C'est ça, en réalité. On a passé le temps, c'était d'abord Arando Glélé, il n'a pas été président de la Cour constitutionnelle, mais il est resté. Et donc, il a influencé les décisions. Après Arando Glélé, on a passé à mandat Wensou. Bon, Wensou a défendu les options Arando Glélé comme Mme Poyon. Nous parlions de majorité et minorité de proportionnalité. Mais la Cour de 2002, qui était président, c'était la Cour Wensou. C'était la motion de Wensou. Alors, les options de Wensou sur la question n'ont pas été les options Robert Dosso. Si on prend la question de la proportionnalité, par exemple, chaque coup presque a eu ses options sur la question. Bon, au moins une, deux fois. Avec Théodore Olo, on a connu cette fameuse 39+1. On doit pouvoir quand même en dire un mot pour dire, mais est-ce que c'est ça, le droit? Alors on a vu Théodore Olo critiquer vertement la Cour qui est là par rapport à des décisions liées à la revue de la Constitution. Mais il n'en a pas le droit. En tant qu'universitaire citoyen, oui. C'est pas parce qu'il a fait le couvent qu'il va s'abstenir de dire certaines choses. Mais quand il était au couvent, il nous a dit des choses tellement ahurissantes que finalement, on s'étonne qu'il vienne nous faire la leçon. Oui, si vous ne l'avez pas pris quand il était là, ça, ce n'est plus son problème. Il est parti. 39+1 va rester comme la pire des dérives d'une cour constitutionnelle. La pire des dérives d'une cour constitutionnelle. Donc ça c'est ça. Donc, moi, en les citant, déjà, donc, première chose, moi je pense que critiquer l'autre, la cour qui vous a suivi, c'est pas normal. Pour moi. Il peut se dire, on touche rien. Il peut se dire des vérités entre eux. En public. Il faut qu'ils s'abstiennent. C'est ça. Ils embrouillent l'opinion. Ils sont entre eux. Ils parlent un langage que tout le monde ne comprend pas toujours. C'est ça. Première chose. La deuxième chose, moi je suis surpris qu'on puisse honorer seulement les présidents. On fait des études pour honorer les présidents. Non, on n'est pas à l'université. À l'université, on connaît les mélanges. Oui. En faveur pour saluer l'œuvre. Mais la Cour constitutionnelle, ce n'est pas l'œuvre d'un individu, c'est l'œuvre d'une collectivité, d'un groupe, d'une équipe. D'une mandature. D'une mandature. Alors moi, je ne trouve pas bien. C'est peut-être mais la mandature porte le nom du président. Non, c'est faux, c'est de l'abus. Qu'on a adopté. Non, qui a adopté ça? Si personne ne s'en plaît à Capitaine Napoléon Bafouékan, c'est que c'est adopté. Non. Donc, si personne se plaint de la corruption, qui se plaint de la corruption? Quand on met en place une commission pour gérer une affaire, par exemple une commission pour régler... Une commission n'est pas une institution. Il n'y a pas vous avez les exemples. Je vous donne aussi un exemple. La preuve. Est-ce qu'on a dit, quand on dit 8e législature de l'Assemblée nationale, vous avez entendu les législatures du Bravono?
On ne dit jamais ça à l'Assemblée nationale. Parce que c'est une équipe. Et même là, On l'institution... a dit Vlavonou. On ne voit même pas le vice-président encore hein, pour parler du reste du bureau. Dites-moi, quand il y a une troisième législature de l'Assemblée nationale, vous mettez un nom? Vous ne pouvez pas? Non. Voilà, parce qu'on parle de législature. Alors, lorsqu'on va dire la cour Winsou, la cour Olo, on voit de quoi on parle. C'est mauvais. Il n'est pas de cour Winsou ou Olo. Moi, j'estime que dans l'actif comme dans le passif, c'est la première législature, la première mandature, la deuxième mandature. J'ai appartenu à une institution qui a les mêmes niveaux institutionnels que la Cour constitutionnelle. Même si ce n'est pas les mêmes. Bon, après, le classement dépend de leur position dans la Constitution. Mais en dehors de ça, mais chacun est érigé en institution constitutionnelle. Et donc, on ne peut pas dire la HAC, René Dossa, la HAC, même les conseillers de la HAC, ne savent même pas tous, ceux qui ont présidé les mandatures. Moi, j'estime que la Cour doit faire l'effort d'honorer les mandatures, de faire les études sur les mandatures. Peut-être c'est un abus, c'est la mandature. Je dis la Cour doit... Donc on doit prendre chaque membre de la mandature pour... Pour vous la dire, je dis, mais est-ce qu'on est obligé de prendre chaque membre? Comment vous voyez alors? C'est un bloc, c'est une équipe. Il n'y a pas de... Vous, Angèle Toboula, comme Mme Girooué, n'a pas un nom particulier à la Cour constitutionnelle. Elle est rapporteur, Mme Girooué est rapporteur, par exemple, d'une décision, elle n'est pas patronne de la décision. La décision va en plénière. C'est la plénière, donc c'est l'équipe. Donc, si on veut, on honore la mandature. Donc, mélange, ou bien on fait l'étude sur la troisième mandature, et on les voit eux tous, et on remet ça au président de la mandature. Ça valorise l'équipe. Ça valorise l'équipe que de valoriser l'individu. Ce qu'ils font là, tant à faire croire quoi? Oui. Que c'est l'individu prime sur l'équipe. Et donc, que c'est l'individu pratiquement... Ça, c'est les interprétations. Non, mais attendez, mais... Ok, montrez-moi l'incohérence de ce qu'il dit. Non, je ne dis pas que c'est incohérent. Alors, est-ce que la Cour délibère pas? Est-ce que le président de la Cour prend des décisions seul en matière de décision de contrôle de constitutionnalité? Non. Alors, pourquoi vous pensez que, par rapport au travail que la Cour a fait, qu'on puisse valoriser un individu? Non, c'est un abus. Je pense que c'est une personnalisation dangereuse. C'est pas bien. C'est des pratiques d'université qui l'ont amené à la Cour constitutionnelle. À mon humble avis, la Cour, c'est une institution. On ne peut pas honorer une personne, le président, quelle que soit cette grosse qualité, immense, énorme qualité. Il faut honorer l'équipe. Ça a dû leur échapper parce que l'intention était noble. Voilà, nous étions en train de parler de cette sortie de Antoine Vissetogbe-Guédou qui nous a amené donc dans ces différentes digressions. Mais il y a une question avant de sortir de ce débat, de l'entretien, il y a une question que vous bien vous posez, c'est sa position par rapport à ce qu'il a appelé omission de nomination du chef de file de l'opposition qui empêche l'opposition quand même de s'organiser à capitale Napoléon Mafori. Là encore, il y a une grosse confusion à son niveau. Le chef de file de l'opposition n'est pas le patron de l'opposition. Il se trompe totalement. Même là où il est trompé, est un chef de l'opposition. Trompé est un chef de l'opposition. Parce qu'il a des élus dans les communes. C'est un chef de l'opposition. Il n'est peut-être plus chef de file, mais il est le chef. Il est un chef. Donc, le chef de file de l'opposition, lui, il profite simplement de son parti. Et donc, le seul qui peut se plaindre n'est que les démocrates. Je ne sais pas de quoi l'autre se mêle. Il n'a pas à attendre ça. Il y a un nouveau parti de l'opposition qui a des élus, comme vous le dites. Mais est-ce que le parti se plaint? Il faudrait que le parti se plaigne d'abord. Mais de quoi se mêle l'autre? Mais c'est une loi qui le dit, justement. Mais pourquoi vous avez dit qu'il y a trop de temps pour ça? Quand est-ce qu'ils ont nommé alors le chef de file de l'opposition, M. Rompé? Allez lui demander. Et poser la question. C'est vous que moi j'ai en face. Non, moi je vous pose la question. Non, pour moi, c'est qu'il n'y a pas de... Je ne vois pas pourquoi on vit sur ça. Peut-être que ça, c'est une affaire entre les Ndete et l'État musulman. Quand l'opposition a des élus, on nomme un chef. Comme la loi le dit. Il y a un délai dans la loi. Il a dit omission, il a... Omission. Il faudrait qu'on y arrive. Dans la tête de l'autre. Je pense qu'il faut qu'il organise son parti d'abord. Son parti n'a aucun problème avec son parti n'a aucun problème. Définissez-moi le parti. GSR. Grande solidarité de risque. Ah voilà, donc vous êtes non, c'est peut-être une faute de ma part de ne pas. Non, c'est pas une faute de votre part, c'est pas ça. Ça ne vit pas. On ne connaît du parti que le chef. Donc, du coup. Est-ce que vous avez cherché à connaître les autres membres? Écoutez, sans les connaître. Écoutez. Il n'a qu'à s'occuper de son parti.
la loi n'a pas fait de chef de file de l'opposition le chef de l'opposition. Non. Mais ils se mettent derrière. Non, ce n'est pas dit, c'est pas nécessaire. Sinon, comment l'opposition s'organise alors? L'opposition est libre de s'organiser derrière son chef de file. En nation dispersée pour qu'on les critique encore? Non. La preuve, vous pouvez tenter. Les gens sont allés avec lui. Alors, bon, ils sont revenus sur ça de long en large. On va pas encore évoquer. Vous dites que la loi qu'on ait un chef de file, qu'on n'ait pas un chef de file, c'est des avantages en fait pour celui qui a le droit des chefs de file. Donc, laissez-les nous déter ou nous renouer à Tchadé. Voilà. Laissez-les nous déter ou nous renouer à Tchadé qui se battent pour ça, pour leurs choses. Mais pourquoi vous voulez que ils sont sur d'autres fronts pour le moment. Mais de quoi on se mêle alors? Est-ce que ça les empêche de respirer, d'agir, d'aller, de venir? Ils n'en ont pas besoin dans l'absolu. Ils le sont de fait. Et ils peuvent déjà agir de cette manière, puisqu'ils le sont de fait. Alors donc, il faut donner le droit. Ce n'est que l'acte va leur donner le droit. Sinon, ils le sont déjà. Tout le monde sait que c'est eux désormais. Donc, du coup, est-ce qu'ils ont posé un acte et quelqu'un dit qu'ils n'ont pas le droit de poser l'acte de l'opposition? Mais ils n'empêchent pas les autres aussi de poser leur acte. Mais après, bon, donc pour moi, ce n'est pas un sujet d'actualité. C'est-à-dire qu'on va chercher la petite bête partout par là pour pouvoir créer quelque chose. Non. Mais puisque le chef de file de l'opposition a des avantages, comme vous l'avez dit, il faudrait bien qu'on leur donne ces avantages là pour qu'ils puissent vivre, survivre. Je ne sais pas moi, trouver une organisation. Est-ce que ça empêche M. Guédou d'aller et de venir et de faire l'opposition? Lui, il a d'autres charges. Voilà, d'autres occupations. Si M. Moundete pose le problème, on pourrait en discuter. Moi, je pense que pour le moment, ni Moundete, ni nous, donc... Nous s'en plaignent, donc du coup, tout va bien. On peut avancer. Non, pour moi, ça c'est une affaire entre eux et le pouvoir qui nomme. Donc du coup, ils n'ont qu'à utiliser les mécanismes qu'ils ont en main pour se faire nommer. Mais ils le sont pour moi, pour le Béninois, dans le cadre de la loi portant statut de l'opposition, ils sont chefs de file de l'opposition. Moi, ça, c'est dans ma tête à moi. C'est aussi logique que ça. Et dans le cadre de la loi portant statut de l'opposition, mon père est chef d'opposition. On peut avoir autant de chefs d'opposition qu'on a des partis qui ont d'élus. Donc en la matière, il peut agir aussi en nom de son parti et au nom de l'opposition. Alors donc, c'est à chacun de prendre sa part de son travail citoyen et politique et d'agir. Voilà, le gouvernement avisera en son temps. Voilà, il y a deux questions qu'on doit aborder avant de boucler ce décryptage rapide de Napoléon Bafouika. Il y a une affaire de troisième mandat sur laquelle M. Guédou est également revenu sur nos autres plateaux, le duel également, on en a parlé. Troisième mandat, une vaine polémique lancée à Napoléon Bafouika. Bon, c'est l'idée. Bon, quelqu'un a lancé son idée. Pourquoi c'est une polémique? C'est pas l'ordre du jour. Donc, du coup, je ne vois pas pourquoi on va perdre de temps là-dessus. Quelqu'un veut ça? Quelqu'un ne veut pas? C'est logique. Moi, je trouve que... Ça peut séduire l'intéressé. Ça pourrait... Attendons que ça le séduise. Pour moi, je n'ai pas de... Moi, je n'ai pas de position dogmatique sur la question. Non, je l'ai dit plusieurs fois. Ailleurs, des gens font des X mandats. Et pourtant, nous avons réglé cela. Hein. On l'a réglé à un moment donné. On peut tout le dérégler. Ah bon? Pourquoi pas? Pourquoi vous voulez qu'on se fige dans des postures totalement immobiles? Bien. Maintenant, ça, c'est ma réponse. Mais mes convictions profondes à l'heure actuelle ne sont pas dans le troisième mandat pour Patrice Talon. Moi, je ne suis pas dans la défense d'un principe de troisième mandat. Si l'intéressé pose le problème, on analysera. Et c'est là que moi, je dirais que je n'ai pas taillé dans du marbre. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi on va s'empêcher de réfléchir sur le sujet s'il était à l'ordre du jour. Mais il ne l'est pas. Et puis il ne l'est pas, pourquoi voulez-vous qu'on en parle? Ceux qui en parlent, ils ne sont pas la personnalité qui ont tiré la question. Donc attendons que la personnalité donne la question en ville. Et apparemment... Mais ça agite l'opinion. Non, quelle opinion? Bon, les gens qui sont oisifs, ça les agite. Je pense que la personne concerne le même travail. Donc du coup, pour moi, il n'y a pas de... Moi, je ne suis pas... Je pense que Patrice Talon est venu inaugurer un mandat de transition depuis 1990. Et pour moi, qui me positionne comme un historien d'aujourd'hui, j'estime que Patrice Talon est venu poursuivre. C'est un peu bon, qu'on m'excuse beaucoup, je ne suis pas dans la personnalisation. Mais je dirais un peu, pour caricaturer, qu'il est un peu comme le Jésus qui est venu poursuivre ce que Jean-Baptiste annonçait. C'est-à-dire quoi? Le président Zinsou, Émile Derlin, depuis que j'ai découvert un peu ses œuvres à travers des livres et des journaux anciens, je trouve que le premier révolutionnaire de notre histoire, c'est le président Zinsou.
Il n'a pas pu rester parce qu'on l'a stoppé. Un mois, un an et demi pratiquement après son arrivée au pouvoir. Il est parti pratiquement comme il est venu, par les militaires. Et puis là, on a connu la période révolutionnaire qui n'était pas mauvaise. Mais je préfère parler de Zinsou qui est un régime civil, parce que Talon est venu par les urnes directement. J'ai l'impression que Talon poursuit les œuvres de Zinsou et qu'il est fait dans une sorte d'une transition. Donc, tel Jésus pour venir prolonger les prophéties de Saint Jean. Hein, Saint Jean. Jean qui est Zinsou dans cette allégorie. Saint Jean le Baptiste, que selon moi est Zinsou, et président Talon le Jésus. Donc, quand je le dis pas pour personnaliser, je ne le dis pas pour magnifier particulièrement, donc je ne déifie pas. Donc je voudrais que ce soit aussi clair que ça. C'était juste pour utiliser la caricature. Bon, mais quand j'ai fait de dire, c'est dire quoi? La période transitoire, on est en train quand même. L'idéal aurait été, si on s'entendait tous, de dire non, Patrice Talon peut rester encore 10 ans, 5 ans pour terminer l'œuvre. Mais l'œuvre ne sera jamais terminée. L'œuvre ne sera jamais terminée. Même si on donne 20 ans Talon, il y aura pas, la transition va se poursuivre. Moi, je pense que comme il est encore là, il peut passer la main à quelqu'un qui connaît sa manière de faire, qui connaît la genèse des réformes, qui a été impliqué dans les réformes. Si les partis doivent, l'UP comme le BR doit pouvoir trouver en leur sein, ou peut-être ailleurs, des personnalités, une personnalité qui puisse jouer ce rôle et qui puisse prendre le relais sous l'œil vigilant du président Talon, peut-être ou sous le conseil. Et c'est là que nous devons réfléchir au rôle de l'ancien président de la République. Lui-même, il a lancé une idée chez les anciens présidents de la République. Je pense que nous devons continuer. Patrice Talon a ouvert une transition, ou bien a repris une transition non achevée du président Zinsou, à mon humble avis. Aujourd'hui, nous sommes allés, on a avancé, on est allé loin dans beaucoup de réformes. Il serait dommage que nous puissions encore faire marche arrière. Quand il a dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, c'est une sorte de reconnaissance vis-à-vis des ministres qui portent ce projet depuis 2016. Moi, je trouve que c'est sûr qu'il connaît les failles de certains ministres. Il connaît aussi les qualités de d'autres. Mais c'est comme si lui-même est dans l'optique que c'est une transition. Je maintiens parce que nous travaillons pour ancrer certaines pratiques. Quand on oublie que qu'on sache désormais que nous sommes dans un régime présidentiel où on n'est pas tenu de faire un remaniement ministériel, désormais c'est entré dans nos têtes. Et ainsi de suite. Donc, Patrice Talon change de nouvelles pratiques. Mais il n'est pas un immortel. Et c'est pourquoi la seule chose qu'on peut faire pour Patrice Talon, c'est de le rendre immortel dans les actions. Et non dans le maintien au pouvoir. Donc, moi, je ne suis pas défenseur d'un troisième pouvoir, a priori, je ne suis pas défenseur d'un troisième pouvoir de Patrice Talon. Mais j'estime qu'il peut rester. Il a encore beaucoup à apporter au pays. Et donc, il faudrait peut-être qu'il passe la main en 2026 à quelqu'un dont il est sûr. À quelqu'un qui montre l'enthousiasme pour continuer les réformes. Et donc, l'UP et le BR ont une responsabilité majeure en la matière. C'est eux qui doivent se mobiliser pour. Moi, tant que les partis n'ont pas pris ce débat en charge, moi j'estime que toutes les personnalités qui ils le font parce que ça les inspire. Ils ont le droit d'être inspirés. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Bafoué-Kane. Nous avons encore quelques secondes pour un dernier sujet qui est d'ailleurs dans l'actualité. Il s'agit du changement de tête à l'Institut national de la femme. Je ne vais pas vous demander si elle a été inefficace ou pas. Je veux vous demander, est-ce que Talon Prudencio, c'est fini? Non, le porte-parole du gouvernement a parlé, ce n'est pas du limogeage. Nous l'avions dit avant lui d'ailleurs. Non, si c'était limogé, il suffit simplement que le Conseil des ministres aurait dit Madame Claudine Prudencio a relevé de sa fonction. On n'a pas entendu ça. Bon, peut-être on a un peu maquillé. Mais Dieu, on remplace tellement les directeurs généraux. Oui, on l'a. Absolument. Pourquoi bon, on n'a pas justifié pourquoi on a nommé. Non, mais celle qui a été changée, justement. Par rapport à la NIP, j'avais déjà eu à dire que le gouvernement n'a pas justifié pourquoi on a nommé Y, parce que la loi permet de le faire, on le fait. Et il me semble qu'il connaît le secteur. On n'a pas remplacé. Pourquoi on a remplacé? Quand on voulait nommer Claudine à la tête, présidentielle à la tête de l'INF, je ne pense pas qu'on ait fait un référendum. Et donc, pour la faire partie, le chef d'État n'a pas besoin d'un référendum. Et donc, on n'a pas besoin d'aller devant le Parlement pour dire pourquoi il a remplacé. Moi, je ne sais pas pourquoi on a fait une affaire d'État.
On en fait une affaire, pas d'État, mais on en parle parce que Madame Prudential, on sait, elle a un parti qui a résisté à la fusion, elle a essayé un truc, elle est ressortie, etc. On peut analyser ça dans tous les sens. Elle a pu Mais bien sûr, majoritaire. mais les analyses sont permises. Mais je ne sais pas pourquoi le gouvernement doit se justifier sur ça. On ne demande pas au gouvernement de justifier, justement. On dit elle est partie. Comment prendre ce départ? C'est ça. À ce talent, Claudie Prudential, c'est fini. Ça, non, c'est ça que je vous dis. En fait, il ne faut pas lier ça, il ne faut pas lier le départ de Prudential à Talon Prudential. Bon, moi, je ne sais pas si Talon Prudential, il y avait déjà quelque chose. Talon, Yahi, Talon, on peut dire Talon Mafricain. Enfin, on est, c'est notre président. Oui. Donc chaque président peut revendiquer talon. C'est comme ça, talon en Tobola. Tété. Elle est bien bonne celle-là. Donc, chacun peut revendiquer talon comme pour lui. Moi, je l'ai toujours dit. J'ai dit à des amis en 2016, à la fin des élections, que nul ne peut s'octroyer le monopole du chef. Parce que c'est le président de la République. De tout le monde. De tout le monde. Comme les députés. Mais je peux l'interpeller, il va dire non, tu n'as pas voté pour moi. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu es le député de la nation. Tu es mon député. C'est toi. Donc, Talon est le président de tous les Béninois. Chacun peut se revendiquer Talon. Et il ne s'appartient pas. En cette posture-là, il est le président de tout le monde. Donc, Talon, Prudential, c'est aussi un national. Donc, dit que c'est fini, c'est comme si quelqu'un a quitté la scène. Non, Prudential est toujours là. Elle n'a pas quitté la scène. Oui, totalement, le divorce entre deux. Non, il n'y a pas, justement, il ne faut pas penser de divorce. Parce qu'il n'y a pas eu de mariage. Non, il n'y a pas de mariage. Donc, le mariage, c'est le soutien. Libre, comme vous pouvez la créer dans votre subconscient, dans votre imaginaire, comme je peux le créer dans mon imaginaire, dans mon subconscient, comme ça peut devenir réel. Ça dépend. Mais vous avez quel contrat les lie? Donc, le président Talon a décidé de nommer Mme Prudential à la tête de l'INF, sans doute parce qu'il a estimé qu'elle a quelque chose à y apporter. Et il a remplacé par une autre, peut-être qui est peut-être mieux encore là, au regard des nouveaux défis. Peut-être. Donc, pour moi, c'est terminé. Il n'y a pas de débat. J'ai juste constaté que Mme Prudential n'a pas un enthousiasme particulier à rester immobile autour de ce poste. Le poste la passionne sans doute, mais elle a d'autres regards. Et apparemment, le parti... Elle se plaît plus dans le champ politique. Voilà. Donc, j'ai l'impression, ça ce n'est qu'une impression. C'est mon regard. J'ai l'impression qu'elle est passionnée par les questions des femmes. Ça, personne ne peut lui dénier. Voilà. Oui. Donc, ça, c'est clair. Moi, j'ai lu plein de choses sur les médias sociaux qui ne sont pas... Non. Bon, c'est vrai qu'à partir du moment où le parti aussi entretenait des prébendes, à coup de prébendes certains médias, et que maintenant ces médias-là n'ont plus ça, ils ont jeté sur la dame, ça, c'est un autre problème. Moi, je ne me retrouve pas dans ce champ. J'estime que, en tant qu'analyste, oui, elle n'a pas donné le maximum de son temps à l'INF. Ça, on peut constater ça. Le temps accordé au parti aurait pu... cette bataille avec le BR, à mon avis, était une bataille de trop. Et je suis convaincu, quoi qu'on puisse en dire, que ça n'a pas été totalement étranger à la nouvelle situation. Même si on la déplace. Mais je pense que ça aurait pu être pour elle une très belle aventure de servir à cet institut. Parce que c'est un institut quand même doté d'énormes pouvoirs, avec des moyens que les gens étaient prêts à donner pour revaloriser. Placé sous la présence directement. Pour revaloriser la femme, pour moderniser les visions sur la femme et les pratiques sur les femmes, le regard sur la femme, la considération sur la femme. Donc, je pense qu'elle avait... C'est comme si on l'a maintenant... C'était plus que ministre de la condition féminine. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Donc, pour moi, elle a raté une occasion vraiment de mettre en valeur ce qu'elle sait faire d'ailleurs. Mais bon, après, c'est elle qui choisit. Donc, elle sait ce qu'elle veut. Le chef d'État sait où il va. Et donc, théoriquement, pour moi, à partir du moment où c'est réglé à ce niveau, bon, en tant que chroniqueur ou analyste, on peut faire quelques interprétations, mais après, il faut avancer. Ce n'est pas un problème d'État. Donc, il faut qu'on circule. Est-ce possible de la revoir à la tête de son parti? Ça fait partie des interprétations. Voilà la question à lui poser. Bon, si on tombe sur elle, ou bien si on a l'occasion de la recevoir, on va le... Mais le parti n'a pas d'avenir. Mais comme je dis, les partis unipersonnels n'ont pas d'avenir. Ça, j'ai toujours dit ça. Et je continue de le dire. Les partis unipersonnels font disparaître un à un. Donc, l'UDBN n'a pas d'avenir tant qu'elle va rester
comme un parti uni, personnel, c'est-à-dire collé à la personnalité d'une personne. Elle a d'autres qualités, elle a toutes les qualités possibles, mais en tant que chef de parti unique, personnel, elle s'est à disparaître. On est déjà allé dans. Les réformes sont telles qu'elle ne peut pas gagner le champ national avec ça. C'est pas possible. Bon, on attend de voir l'évolution, s'il faut la retrouver à la tête d'une autre agence, d'une autre direction. De toute façon, c'est une dame qui sait où. Enfin, vous voyez, elle dégage tellement d'énergie que pour moi, il n'y a pas à se plaindre pour elle. Je pense que nous perdons un peu de temps trop sur cette question. Elle n'a pas l'air de se plaindre. Je ne pense pas qu'elle se plaigne. Vous voyez, aussitôt remplacée, oui. Elle a bien communiqué pour remercier. Ça, c'est quand même à sa valeur. C'est à son actif. Et moi, je salue l'Amazone. Et bon, on ne se comprend pas sur la question du parti. Dommage, parce que je sais qu'elle a tellement de choses à donner à cet État. Voilà. Merci à vous, Agapita Pilomafrika. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ainsi prend fin le décryptage de ce dimanche 19 mars 2023. Décryptage que vous pouvez retrouver en nouvelle diffusion ce lundi après le bulletin de la mi-journée et également sur nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelebenin.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, puis en direct via notre application iOS et Android eTélé Bénin. eTélé avec vous, pour vous.